Chapitre 10. La bataille de Souqahras, un tournant de la guerre. Témoignage de Mohamed Maarfia. Mohamed Maarfia, qui a préfacé ses mémoires et qui m'a assisté lors de leur rédaction, a rejoint la révolution dès les débuts de son déclenchement. Il a combattu très jeune et a fait partie des premiers groupes de la zone de Souqahras, laquelle comprenait les régions frontalières du nord-est du pays qui devinrent plus tard, sur décision du CCE, la base de l'Est, dirigé par le colonel Ammara Laskri, dit Bouglez. Mohamed Maarfia fera partie du commando Slimane Lasseux et de l'unité d'élite de Sibti Boumaraf. Il continuera à servir dans cette zone jusqu'en 1960. Après un stage en Tchécoslovaquie, il rejoindra la Wilaya 1 jusqu'à l'indépendance. Sa connaissance parfaite des lieux où il a servi et des hommes qu'il côtoya ont déjà permis à Mohamed Maarfia de nous apporter, à travers plusieurs écrits parus dans la presse, un éclairage complet sur l'histoire de la base de l'Est ainsi que sur les actions menées par ces héroïques combattants. Mohamed Maarfia a su parfaitement placer dans ces contextes politiques et militaires la grande bataille d'El Mouadjine, au cours de laquelle le 4e bataillon de la base de l'Est, renforcé par 2 katibas des wilayas 2 et 3 en route vers l'intérieur, fera face à un ennemi infiniment supérieur en hommes et en moyens. Les incidences militaires, politiques et diplomatiques de ces batailles de Souqahras, dans celle d'El Mouadjine, marqueront le cours de la Révolution et lui imprimèrent un cours nouveau. La région qui deviendra à la fin de l'année 1956 la base de l'Est s'étend de la Cale au nord à l'Ouenza au sud. Elle est limitée à l'ouest par la rivière Seybouz et les axes routiers qui relient du nord au sud les agglomérations de Annaba, La Verdure, Mdourouch, Mdaourouch, l'Ouenza et l'Ikberit. Ces territoires d'une profondeur de 50 à 100 km environ comptent de nouveaux massifs montagneux, accidentés et boisés, au sud et au sud-est de la Cale. Mont de Bouhabed, de Bouhamra, premier contrefort de l'Eddour. Au nord et à l'est de Souqahras, mont des Beni Salah, des Oulad Bichih et des Oulad Diya. À la périphérie de l'Ouenza, colline plus ou moins boisée de Boussessou, Bouhamoud, Lougrine et Def. Au sud-est de l'Ouenza s'étendent des plaines d'une terrible platitude, El Felta. Dépendant initialement de la Wilaya 2, cette région s'est autonomisée sous l'appellation de zone de Souqahras au lendemain même du 1er novembre 1954. Commandé successivement par Beji Moukhtar, mort au combat le 11 janvier 1955, Djibbar Ammar, tué le 6 mai 1956, Louardi Gtel, Ammara Laskri dit Bouglez, et enfin par Mohamed Aouchriya, mort en 1958. Al-Akira, devenue base de l'Est, une grande importance stratégique et sera le lieu de confrontation privilégié de l'ALN avec l'armée française. Adossée à la frontière tunisienne, la zone de Souqahras disposait d'une profondeur stratégique vers la Tunisie, la Libye et l'Égypte, et plus loin encore vers l'Orient arabe libre. Cette ouverture sur de grands espaces solidaires permettait non seulement des approvisionnements en armement et en munitions, mais offrait à plus long terme des possibilités stratégiques par l'internationalisation inéluctable du conflit. Les unités combattantes qui occupaient cette zone de Souqahras, son appellation d'origine, étaient jusqu'en octobre 1956 organisées en groupes sommairement armés et dont les effectifs variaient de 60 à 200 combattants. Ces unités, sans grandes organisations militaires, ont malgré tout combattu avec détermination et courage. Citons parmi les chefs les plus connus de ce temps de l'épopée Tahar Zbiri, Abdelrahman Ben Salem, Chouichi L'Aïsani, Allawa Bchayriya, Moussa Houasniya, Zine Nobel, Tahar Saad Sioud, Slimane Bellachri, Tayyib Jabbar, Mohamed Lasnam, Abdullah Salami, Mohamed Lakhdar Sirin, Haj Lakhdar Daoudi, Slimane Gennoun, dit Lasseux, et l'immense Sibti Boumaraf. Cette liste n'est pas bien sûr exhaustive. Ils furent très nombreux ces responsables qui luttèrent avec héroïsme et qui périrent dans le plus complet anonymat. Ahmed Bouglez, ancien technicien de la Marine nationale française, devenu chef du secteur de la Cale, met en place, dès qu'il devient commandant de la zone de Souqahras, septembre-octobre 1956, les organigrammes et les infrastructures définies par le congrès de la Soumam qui faciliteront au CCE son implantation en Tunisie pour relancer avec succès l'action armée ralentie ou stoppée du fait des difficultés apparues au cours de l'été 56.
Dès la fin de 1956, 3 bataillons verront le jour. Au nord, zone 1, le premier avec Chouichi l'Aïsani. Ce bataillon compte parmi ses effectifs des officiers de valeur Allawa Bchayriya, Youssef Boubir, Mohamed Mazouz, Abdelkader Abdellaoui, Septi Zmouli, El Fadl, Boutarfa, Chedli Benjdid, Khaled Nazar et beaucoup d'autres officiers. L'ascension de Chedli Benjdid a commencé lorsque Chouichi l'Aïsani a été promu chef de bataillon. Au centre, zone 2, faisant face au camp retranché de Ain Zana et aux nombreuses casernes dans et autour de Soukharas, le 2e bataillon confié à Abdelrahman Ben Salem, l'homme qui, en compagnie de Mohamed Aouchriya, dévasta la caserne française de l'Abteha et rejoignit l'Aïlen avec 156 tirailleurs en mars 1956. Abdelrahman Ben Salem restera toujours entouré de ses compagnons de mars, dont Dhib Makhlouf, Lakhdar Wartsi, Mohamed Salah Bichichi, Salah Nehru, etc. La zone 2 sera constamment sollicitée pour garder grandes ouvertes les vannes de Zarouriya, de Meshrouha et de Ain Sennour, à travers lesquelles se déverseront en Algérie armes et équipements militaires jusqu'au moment où les barrages fortifiés deviendront quasiment étanches. Au sud, zone 3, le 3e bataillon que commande Tahar Zbiri, le futur patron de la wilaya de Lorez, avec Septi Boumaraf, Djilani Ben Dahwa, Sherif Balaktiya, Zine Nobel, Sherif Mellah, Moussa Houasniya, Mohamed Lakhdar Sirin et bien d'autres encore. Ce 3e bataillon, du fait du terrain particulièrement dénudé où il opère et surtout de l'action de sa 8e compagnie, Septi Boumaraf, engrangera de grands succès. Ces 3 bataillons joueront un rôle important dans l'accélération de la dynamique de la guerre. Ils supporteront seuls pendant toute l'année 1957 et une bonne partie de l'année 58 le poids et les souffrances de la longue marche vers les wilayas 2, 3 et 4 afin de les approvisionner. Ils auront ensuite pour mission, grâce à leur parfaite connaissance du terrain, de guider et de protéger les nombreuses compagnies d'acheminement venant de l'intérieur ou y retournant et de leur ouvrir le passage dans les défenses des lignes qui tendaient à isoler l'Algérie du monde extérieur. Tout au long de l'année 1957, les armes afflueront abondamment, donnant à ces 3 importantes unités, plus de 800 hommes chacune, une considérable puissance de feu. Les harcèlements timorés, les embuscades hésitantes se transformeront en actions mieux concertées et plus efficaces. Fortin pris d'assaut, troupes en opération assaillies et laissant des prisonniers, bombardements au mortier de caserne, batailles rangées tournant souvent à leur avantage, aviation à l'efficacité de plus en plus réduite du fait de l'apparition d'une DCA efficace. Le colonel Amara Bouglez, pressé par le CCE, multipliera les tournées à l'intérieur, renforcera les moyens des unités opérationnelles, cogitera des plans de plus en plus ambitieux pour introduire le maximum d'armes en Algérie. La faiblesse de la réaction ennemie pendant les premières années face à la pugnacité de ces unités de la base de l'Est proviendra de la conception même de la stratégie des Français. Les garnisons qui quadrillaient le nord-est et toute l'Algérie fixaient quelquefois une katiba, mais n'étaient jamais en mesure de la poursuivre durablement, de l'acculer et de l'annihiler. La noria d'armes qui se déversera à l'intérieur du pays grâce aux compagnies d'acheminement mettra en danger les postes français, paralysera les communications et fera craindre une catastrophe militaire aux conséquences politiques incalculables. 2 impératifs urgents et incontournables s'imposeront à l'état-major français. Tarir coûte que coûte le flot d'armes qui donne de nouvelles possibilités à l'ALN et détruire ses forces partout où elles peuvent être atteintes. Comment ? En procédant au regroupement des populations rurales dans des cantonnements contrôlés militairement dans le but d'assécher les possibilités logistiques de l'ALN. En construisant le long des frontières un barrage qui tendra à devenir hermétique grâce à une considérable débauche de moyens, cette ligne dite ligne Maurice, du nom de son initiateur, courra de la Cale au nord à Négrine au sud. Elle traversera le cœur des territoires opérationnels des 3 bataillons. Elle sera doublée à partir du second trimestre de l'année 1959 par une seconde qui s'appellera ligne Châle. En constituant des unités d'intervention rapide composées de régiments d'élite et de commandos, têtes chercheuses afin de nettoyer durablement les territoires où opèrent les forces de la base de l'Est.
La conviction bien arrêtée et justifiée d'ailleurs dans l'esprit des Français que tout le mal vient de la région de Souk-Ahras provoquera un afflux considérable de troupes et de moyens dans cette région. La bataille de Souk-Ahras n'est pas une bataille isolée, limitée dans l'espace et dans le temps. Elle s'est étalée dans sa phase culminante sur une période de 4 mois avec un pic à Al-Mu'adjan. Un des éléments déclenchants principaux de cette offensive sur les unités de l'ALN opérant dans la région de Souk-Ahras sera la prise d'assaut et la destruction de la caserne dite Ferme Meshri en octobre 1957 par la 8e compagnie Sebti Boumaraf du 3e bataillon qui coûtera la vie à de nombreux militaires français et qui sera ressenti comme une répétition générale de ce que préparait l'ALN contre les postes du quadrillage. Autres éléments déclenchant l'épisode du 11 janvier 1958, lorsqu'une compagnie du 23e régiment d'infanterie, cantonnée au fort d'El Gouerd, en face de la ville tunisienne de Sariyat Sidi Youssef, sera attirée dans une embuscade par 2 sections de la 9e compagnie du 3e bataillon, 17 morts, une dizaine de blessés, 4 prisonniers du côté français. Le capitaine Allard, de son lit d'hôpital à Souk-Ahras, instruit par les services spéciaux, accusera les Tunisiens. Bourguiba est complice. Les prisonniers sont en Tunisie, titrera la presse algéroise. Rappel de l'ambassadeur, dépêche au ton comminatoire remise en main propre à Behi Ladram, vice-président de la République tunisienne, par un général. L'émotion considérable provoquée par les événements de Meshri et d'El Gouerd raidira le proconsul Robert Lacoste et exaspérera l'état-major français. Félix Gaillard, président du Conseil des ministres français, poussé au rein par une presse littéralement enragée par les ultras de la colonie et les laissés pour compte des expériences algériennes, Jacques Soustel et André Maurice, entre autres, harcèlera le commandement militaire pour avoir des résultats. Les régiments parachutistes seront donc dépêchés dans la région pourrie de Souk-Ahras avec pour mission le colmatage du barrage et la destruction intégrale de l'ALN. Le 1er février 1958, des éléments des 7e et 9e compagnies du 3e bataillon de la base de l'Est et la totalité de sa 8e compagnie sont très durement accrochés par les troupes parachutistes. Les combats s'étaleront du 1er au 8 février 1958 et s'étendront de Sfahli à l'Abtiha en passant par Oued Shaham. La Ouaïd et Kef Lakes. La bataille coûtera à l'ALN 250 tués. Sebti Boumaraf, Sherif Mellah, Tayyib Jebbar et la plupart des cadres présents sur le terrain y trouveront une mort héroïque. Les Français ne sachant pas à quelles troupes ils ont affaire, leur infanterie payera très cher son succès. Cette première grande bataille dite de Souk-Ahras, menée du côté français par 5 régiments parachutistes, par des troupes de secteurs et divers éléments mercenaires, légionnaires et harkis, inaugurera la série des opérations gigantesques que mènera le général Chal lorsqu'il deviendra commandant interarmes. L'aviation française, le 8 février 1958, bombardera Sariyat Sidi Youssef. Les casernes françaises en Tunisie seront encerclées par les masses tunisiennes. Le Néo-Destour organisera des manifestations dans le pays avec un seul slogan, Al-Jala, évacuation. La Croix-Rouge s'en mêlera. Les États-Unis et le Royaume-Uni proposeront leurs bons offices. Le CCE jubile. Toutes les chancelleries des pays qui comptent ont les yeux braqués sur l'Algérie. Le conflit s'est internationalisé. La constitution du 4e bataillon de la base de l'Est sera rendue nécessaire par la fréquence des passages des compagnies d'acheminement venues de l'intérieur du pays et auxquelles ce bataillon doit prêter assistance. Le chef en titre de cette unité est le capitaine Mohamed Lakhdar Serine, secondé par Youssef Latrache, Ali Babbaï et Ahmed Draya. La création du 4e bataillon, rassemblant des éléments d'élite pris sur les 3 autres zones, démontrera aux Français l'ampleur du danger qui les menace. Le franchissement de la ligne Maurice a lieu le 28 avril 1958. Le 4e bataillon doit, tout en facilitant et en protégeant le passage de 2 compagnies des wilayas 2 et 3 et d'une unité des transmissions de la wilaya 1, s'implanter dans sa nouvelle zone opérationnelle à l'ouest du barrage Thawra, Gambetta. La bataille d'El Mu'adjan sera incontestablement la plus importante de la série continue de combats que connaîtra la base de l'Est. Quelques jours après cette bataille, les résiduels du 4e bataillon et des éléments de la wilaya 2
abattant un hélicoptère avec à son bord le colonel Jean-Pierre qui pourchassait les unités de l'ALN qui avaient pu briser l'encerclement. Les batailles de Souk-Ahras, il faut parler de batailles, démontrent à l'évidence que localement les commandements et les hommes, avec les moyens limités dont ils disposent, armement léger d'infanterie, ont tout fait pour s'opposer à la création des barrages fortifiés. Ils ne réussissent pas parce que la disparité de leurs possibilités avec celle des Français est trop importante. Le commandement de l'ALN, c'est-à-dire l'état-major de la base de l'Est d'abord, le COM ensuite et l'EMG plus tard, tireront de longues et sanglantes batailles de Souk-Ahras des enseignements précieux pour la suite de la guerre. L'impossibilité de prétendre occuper dans des buts de prééminence politique d'une façon statique, donc visible à la longue, des zones préalablement définies. Le danger, en l'état des forces en présence d'un passage de la ligne fortifiée d'unités importantes, même très aguerries et bien équipées. Les wilayas de l'intérieur, contraintes et forcées, mettront désormais en œuvre une politique de survie autarcique. Durée sera leur devise non écrite. L'armée algérienne, confinée aux frontières, réorganisée et dirigée avec clairvoyance et méthode par Houari Boumediene, tenant compte de ses possibilités et de ses limites, optera pour une tactique de guerre d'usure, tout en préparant patiemment le jour où elle sera en mesure de détruire les défenses du barrage et de poursuivre le chemin interrompu des héros d'El Mouadjen. La grande bataille d'El Mouadjen, 27 avril au 3 mai 1958. Fin avril 1958, le commandant de la base de l'Est, le colonel Ammar al-Askari dit Bouglez, décide de renforcer la présence de l'ALN dans la région de Tawra, Gambetta, par une importante unité de combat, le 4e bataillon constitué à partir d'éléments prélevés sur les zones 1, 2 et 3 de la base de l'Est et qui aura essentiellement pour mission de guider et d'escorter les compagnies d'acheminement en route vers la Tunisie ou retournant en Algérie. Les combats de la fin avril et du début mai 1958 engageront également 2 katibas des wilayas 2 et 3 et une section des transmissions de la wilaya 1. Chacune de ces 3 dernières unités avait une autonomie de commandement sitôt le franchissement du barrage effectué. Le chef du 4e bataillon, Mohamed El-Khdar Serine, n'ayant pas franchi le barrage, c'est son adjoint militaire Youssef Latrache, ancien sous-officier déserteur de l'armée française, qui conduira la bataille d'El Mouadjen. Les témoignages côté algérien du capitaine Mouqaran Ait Mehdi de la wilaya 3, de Selem Giuliano du 4e bataillon et côté français du général Robert Gagé et de Patrick Charles Renaud éclairent certains épisodes de cette grande bataille qui a marqué les esprits par l'ampleur gigantesque des moyens déployés par l'ennemi tant terrestre qu'aérien et par l'héroïque résistance de l'ALN. Les unités de l'ALN accrochées représentaient une force de près de 1300 hommes dans la zone de franchissement, si on compte les éléments des zones 2 et 3 présentes ou ayant marché au canon une fois les combats engagés. Le rapport des forces était de 1 contre 12 au désavantage de l'ALN.